C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie en collaboration avec un collègue à nous qui s'appelle Mathias Péloquin. C'est un collègue stratège en transformation numérique chez Oblique. Puis, Mathias et moi, on se croise souvent dans des événements, par exemple en innovation ou encore à la Semaine du numérique à Québec. Puis, on œuvre tous les deux dans le bas du fleuve. Et je pense qu'on est très fiers d'œuvrer chez nous, mais d'avoir un impact national, peut-être même international. Tu me diras, ça, je ne sais pas si tu as des clients partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler de transformation numérique des entreprises. Bonjour Mathias, t'arrives comment aujourd'hui? Content d'être là. On en a parlé, là, je pense, la première fois l'été dernier, fait que j'avais hâte qu'on ait cette conversation-là. On n'est pas vite à la firme, hein? On s'assume. Mais t'es content d'être là aujourd'hui? Absolument, malgré la neige et la grisaille. Oui, c'est vrai que c'est gris. Mais moi, Rimouski, c'est romantique quand même. Mais tantôt, je manquais un petit peu d'énergie. Puis là, j'étais comme, ah non, ça va être chouette. On va avoir des belles discussions. Puis j'aime beaucoup quand on a la chance de jaser ensemble. Puis je le dis souvent sur le balado. C'est un luxe, un balado, parce on peut prendre le temps de se poser puis de jaser puis de prendre un café ensemble. Puis cette discussion-là avec toi, je te le disais avant d'embarquer puis d'enregistrer, c'est une discussion que j'aimerais avoir en prenant un café, juste nous deux. Alors, c'est chouette, on va en faire profiter le plus grand nombre. Justement, on entend beaucoup de parler de transformation numérique. Puis moi, initialement, quand je suis allée vers toi pour avoir cette discussion-là, premièrement, pour moi, tu es dans mes experts de transformation numérique autour de moi. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de subventions. Il me semble qu'on entend parler beaucoup de ça auprès des différents paliers gouvernementaux. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre comme nous, les entreprises ou organismes qui n'ont pas de département marketing, là? Comment on se retrouve là-dedans quand il y a beaucoup de subventions? C'est quoi qui se passe là, à ce niveau-là actuellement? Je te dirais que c'est peut-être complexe là, des fois à naviguer l'environnement des subventions. Si je peux résumer ça de façon très simple, je dirais à chaque fois comme entreprise qu'on a la chance de se prévaloir d'une aide financière ou d'une aide technique là, pour nous aider à réaliser un projet, je pense qu'on devrait le faire. Par contre, le bémol que j'ajouterais dans cette conversation-là, c'est les subventions vont et viennent, puis des fois, il y a des enveloppes qui se ferment plus rapidement que ce qu'on avait anticipé. Puis si on ajuste ou on prévoit nos projets de transformation numérique, on les base uniquement sur le fait d'obtenir ou non la subvention, on risque à un moment donné de se retrouver mal pris parce que ça va fermer, il y a des dates qui vont changer ou on ne rencontrera pas les critères d'admissibilité. Donc, c'est intéressant, puis je pense ça coûte quand même des sous, il y a des efforts qui sont requis au niveau de la transformation numérique. Donc, si on est capable d'aller chercher une aide, il faut aller la chercher. L'autre chose que je dirais, c'est que des fois, il y a des subventions ou des aides financières qui vont avoir des exigences très élevées, qui vont être très longues en termes de temps par rapport à ce que ça va demander, puis il va y avoir une reddition de compte qui est quand même assez chargée. Si on prend ces efforts-là, puis on les met tout de suite dans notre entreprise à poser des gestes, mettre en place des nouvelles solutions. Des fois, on va avoir un retour sur investissement qui va être plus rapproché dans le temps, puis qui pourrait être équivalent à ce qu'on serait allé chercher en termes de subvention. Donc, c'est pas je pense que c'est un outil qu'on doit avoir dans notre coffre à outils, on doit l'utiliser, mais nos démarches de transformation ne devraient pas dépendre de ça. Puis, peut-être un dernier petit point là, sur les subventions, s'assurer de choisir des partenaires qui ont des alignements qui sont proches des nôtres, là, dans le sens où surtout dans le cas de mandats où on fait faire un audit, où on fait regarder certains processus, il ne faut pas que la personne qui nous audite soit la personne qui vend la solution qui est recommandée. Là, on se retrouve un peu dans un conflit d'intérêts. Là. Puis on l'a vu avec certains programmes de subventions dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui ont été comme attirés soudainement par la transformation numérique.
parce que c'était comme un véhicule pour vendre leur solution. Donc, tu sais, en tant que consultant puis en tant que professionnel qui œuvre là-dedans, moi, il y a un petit enjeu là, au niveau éthique, quand on est à la fois la personne qui audite puis à la fois la personne qui vend la solution qui était dans le rapport. Ouais, c'est ça que tu veux dire, là. C'est que dans le fond, la personne qui te dit quoi faire, c'est aussi celle qui a un gain financier à te vendre ce qu'il y a à faire, là. Donc, elle peut te lister des actions à poser parce que c'est elle qui les vend par la suite et qui gagne. Vite fait, bien fait, comment on fait? Parce que là, tu dis qu'il y a plusieurs subventions. Comment on fait pour être au courant que ça sort, ces subventions-là? Où est-ce qu'on va pour savoir ce qui existe comme soutien? Puis surtout, si c'est aligné avec notre développement d'entreprise aussi, là. Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, on enregistre ça début novembre 2024. Ouais. Je ne veux pas m'avancer en disant voici la liste des subventions qui sont ouvertes puis disponibles en ce moment parce que dans un mois, elle pourrait être différente puis pourrait avoir Ça bouge. exact, ça bouge tout le temps. OK, ça bouge tout le temps. Alors, c'est pas quelque chose qu'on apprend puis c'est réglé. Il faut suivre le dossier. Oui. Puis, tu sais, je pense que comme raccourci, ce qu'on pourrait dire, c'est dans vos milieux là, respectifs, il y a des partenaires de développement économique là, qui offrent des services de première ligne. Tu connais les SADC, les CLD, il en reste quelques-uns au Québec, des CLD. Puis sinon, il y a un paquet d'organismes, mais ces gens-là, habituellement, ils sont au fait des programmes qui sont actifs, en vigueur, puis pour lesquels les entreprises sont éligibles. Des fois, les organismes de développement économique sont même mandataires là, pour certaines enveloppes ou certains programmes de subvention. Donc, moi, comme conseil, je dirais c'est une bonne porte d'entrée parce que ces gens-là, une partie de leur travail, c'est rester au fait de ce qui est disponible comme aide financière. Donc, de développer des relations de proximité avec nos conseillers en développement économique, puis pas faire un appel juste quand on a besoin. Donner des nouvelles souvent, prendre des nouvelles. Je te vois rire. Exact. Exact. Il rit et il valide. Puis maintenant qu'on a dit tout ça, là, OK, puis qu'on est tous des petites business qui n'ont pas beaucoup de ressources ou des organismes, on n'a pas de département marketing, on n'a pas des gens en TI qui travaillent pour nous, mais pourquoi on devrait s'intéresser à la transfo numérique en 2024, bientôt 2025, quand on est fatigué, on est en ralentissement économique, quand même en RH, c'est pas nécessairement évident. Puis on se rajoute un autre dossier, la transfo numérique, mais pourquoi on devrait s'intéresser à ça? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée là, à la transformation numérique. Tu l'as dit, tu as exprimé certains symptômes là, que les entreprises vivent en ce moment. Il y a des enjeux qui étaient là avant la COVID, là, les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, oui. Les défis de relève ou de reprenariat d'entreprise. La COVID n'a pas fait disparaître ces enjeux-là, les a dans certains cas amplifiés, puis ça fait en sorte là, qu'il y a des problèmes qui, au lieu de disparaître, se sont additionnés, puis dans certains cas même composés. Je ne veux pas dire que la transformation numérique, c'est un remède miracle à tout ça, mais dans certains cas, ça peut nous aider à atténuer les effets de certains problèmes. Fait que je vais prendre par exemple la pénurie de main-d'œuvre. À peu près toutes les entreprises qu'on accompagne, toi et moi, ont des postes vacants pour lesquels ils n'arrivent pas à combler. Mm-hmm. Est-ce qu'on est capable de prendre une partie de ces tâches-là, dans le meilleur des cas, les éliminer, dans d'autres cas, les automatiser et faire en sorte que quand on engage des gens, on alloue leur temps ou ce qu'on leur fait faire, c'est à plus haute valeur ajoutée. Ça peut être plus stimulant, ça peut être une façon de retenir les employés. Fait que ça, je te dirais, c'est un volet, là, peut-être comme pour résoudre des problèmes ou des enjeux là, que les entreprises vivent. L'autre partie, c'est pourquoi on devrait s'intéresser à la transformation numérique. Moi, je vois en ce moment que le fossé se creuse. Là. Donc, il y a des entreprises qui ont rattrapé leur retard technologique. Il y en a d'autres qui tardent à rattraper ce retard-là. Puis, je pense que ça va être de plus en plus dur s'ils ne se mettent pas en marche maintenant de combler cet écart-là. Puis, dans le cas d'entreprises qui vont être à vendre ou qui vont chercher des releveurs, il y a toute une catégorie de releveurs qui ne seront pas intéressés de reprendre ces entreprises-là s'ils ont des systèmes qui sont archaïques, qui n'ont jamais été mis à niveau dans les dernières années. C'est un peu comme si tu veux, mettons là, tu veux vendre ta maison, là, t'as encore un bain rose, puis une douche rose, puis une toilette rose, puis de la céramique cassée, puis dans chaque pièce, t'as comme un ouais, bof, ouais, c'est parce que là, je vois tous les investissements que je vais devoir faire en temps, en argent, en énergie pour que la maison, elle soit
au goût du jour en quelque sorte. Donc, dans nos entreprises, si on se transforme pas, si on n'intègre pas puis pas le numérique pour le numérique, là, mais on parle de solutions qui nous rendent plus productifs, qui nous aident à Exact. gérer la donnée, à être plus efficaces, à ce que nos employés soient bien outillés, puis aient du plaisir dans le travail, puis s'actualisent, puis restent, ben ça peut faire qu'on est moins intéressant pour les repreneurs, là, si tu veux. Ben, avant ça, même pour les employés, on est moins intéressant. Oui, tu as raison. Éventuellement, on va être moins intéressant pour les repreneurs, effectivement. Oui, tu as raison. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu dis, OK, là, ça, là, let's go, gang, là, faut qu'on s'intéresse à se transformer sur le plan numérique, là? Ben, en fait, ce que je dirais, c'est qu'on associe la transformation numérique là, à des projets précis. Là. Par exemple, on a un système comptable puis on veut le remplacer ou on veut implanter un système ERP, on veut implanter un CRM pour supporter nos ventes. Fait qu'on rentre beaucoup dans la transformation numérique par l'angle de la technologie. Puis souvent, on laisse de côté les autres aspects de ça. Donc, on n'a pas nécessairement revu nos processus, on n'a pas pensé à l'impact que ça allait avoir dans nos équipes. On regarde ça uniquement par l'angle de la technologie en pensant qu'en choisissant un outil puis en le déployant dans notre entreprise, ça va être comme un remède miracle à tous nos problèmes. Puis ça, je dirais que c'est peut-être la partie qui est négligée de la transformation numérique. Tu sais, moi, je la vois comme, j'utilise souvent l'image là, d'un espèce de tabouret là, à 3 pattes. Fait qu'il y a la technologie, il y a les processus, puis il y a les personnes. S'il te manque une patte à ton tabouret, c'est sûr que ce que tu vas mettre dessus va tomber. Là. Donc, c'est important de ne pas négliger ces aspects-là. C'est le fun, là, déployer de la technologie. On déploie des nouveaux outils, on est content d'utiliser ça. Il y a quelque chose d'attirant par rapport à ça, mais en même temps, si on laisse tomber tous les autres éléments qui sont autour, on n'aura pas de succès là, tangible avec ça. Puis comment on fait pour les signes et symptômes là, qui nous permettent de dire, OK, là, ma business ou mon organisme est mûr pour une transformation numérique, pour aller chercher des outils, puis pour investir le temps, l'argent et l'énergie parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça implique des changements dans l'équipe aussi. Il faut travailler notre culture au changement. Les gens sont pas nécessairement prêts à adopter. Tu sais, moi, j'ai déjà vu là, une entreprise, là, je vais dire en construction, là, mais c'est un peu dans le monde pour rester confidentiel. Puis on disait, mais ça prend juste des iPads d'un pick-up, là, tu sais. Puis le propriétaire nous disait, oublie ça. Mes 40 employés ne veulent rien savoir d'un iPad dans le pick-up. Lui, il veut une feuille le matin avec un stylo, puis son calepin, puis il y a une forme de résistance. Donc, c'est quoi les signes et symptômes qui peuvent nous dire « Hey, là, c'est vraiment le temps d'y aller », même si on peut sentir une forme de résistance en nous ou dans notre équipe? Ton exemple de la construction est vraiment excellent. Là. Moi, j'en accompagne aussi des entreprises dans des domaines similaires. On a tendance à penser qu'il y a un seul outil qui va faire pour toute l'entreprise. Mais si on se met dans la perspective de l'estimateur, dans la perspective du chargé de projet, la personne à la comptabilité, puis la personne qui est sur le chantier, tous ces gens-là vont avoir des besoins qui sont différents. Puis à la fin, la personne qui gère des équipes sur le chantier, ce qu'elle veut, c'est passer le moins de temps possible devant un ordinateur, devant une tablette, parce que son travail, c'est de mobiliser les gens puis faire avancer les projets. Donc, la perspective ou la lunette par laquelle cette personne-là va regarder ses besoins technologiques va être complètement différente de chargé de projet ou de la personne qui est à la finance, qui regarde la profitabilité ou l'avancement des projets ou qu'est-ce qu'on peut facturer en ce moment. Fin de ma petite parenthèse, je vais juste rebondir sur cet élément-là parce qu'il est cher à mes yeux. Puis, le fait que le superviseur ou le surintendant de chantier ne veuille pas utiliser une tablette ou un ordinateur tous les jours, une grande partie de la journée, c'est pas nécessairement parce qu'il est réfractaire au changement, ça peut être parce que ce sur quoi sa performance va être évaluée, c'est bien plus de livrer ou faire avancer le projet que remplir des cases dans un chiffrier ou faire des rapports sur un ordinateur. Pour répondre à ta question initiale, des symptômes qui peuvent être démontrer qu'on est mûr ou qu'on est prêt pour une transformation numérique, il y en a quelques-uns, là, mais on peut penser, par exemple, à des entreprises qui ont des systèmes informatiques qui ont été choisis à une époque où l'entreprise avait une taille différente. Puis là, on a connu une croissance, on s'est développé, puis les systèmes ne sont plus adaptés ou ne nous permettent pas là, de supporter les activités actuelles de l'entreprise. Autre chose qu'on voit beaucoup, c'est... Mais comment tu t'en rends compte? OK, là, j'ai grossi, puis l'outil, il n'arrive plus à la cheville de l'entreprise. C'est quoi parce qu'il n'y a pas une alarme qui se met à sonner, puis dire « Ouais, c'est non, c'est ça.
typiquement, là, puis on le voit beaucoup dans la PME, le premier morceau qui va rentrer, c'est un système comptable. Puis, je vais prendre l'exemple des entreprises de fabrication. Au fur et à mesure que tu grandis, tes opérations vont devenir plus complexes. Tu vas gérer des machines, des équipements, des horaires, de la planification, gestion des stocks, des inventaires, puis tout ça va venir de plus en plus complexe. Le petit système comptable que tu avais choisi parce qu'il était simple, puis parce que ton comptable était formé là-dessus, il ne répond plus à tes besoins d'entreprise là, un petit peu plus grosses. Fait que ça, on en voit énormément des entreprises qui sont dans ce cas de figure-là. L'autre chose aussi, là, un indice, ça pourrait être de compter le nombre de fichiers Excel qui existent sur les ordinateurs de tout le monde dans l'entreprise. Plus il y en a, plus ça, c'est un signe que le système que tu as choisi est probablement pas adapté aux besoins de ton entreprise. Quand quelqu'un quitte, là, dans le monde où on vit, des fois, il peut y avoir du roulement de personnel et tout, transfert de connaissances. On s'entend que si le fichier Excel était sur le desktop de quelqu'un, puis il part avec, aïe aïe, tu sais, c'est une grosse perte pour l'entreprise. Oui, exact. On le voit beaucoup. On appelle ça le shadow IT. Là. C'est tout ce qui est, tous les outils qui sont dans l'ombre, qui font pas l'objet d'une gouvernance, on va dire, officielle. Tu sais, il suffit pas nécessairement qu'une personne quitte. Là. Tu pourrais, toi, par exemple, avoir développé dans ton entreprise un fichier Excel, mais tu as une erreur dedans et tu es la seule à comprendre le fonctionnement de ton fichier. Il n'y a personne qui peut t'auditer ou il n'y a personne qui peut évaluer comment tu as fait tes calculs. Ça, on le voit couramment, tu sais, des erreurs de calcul qui mènent à des mauvaises décisions ou à de l'information qui ne se rend pas à la bonne place au bon moment. Un autre symptôme, je te dirais, c'est les silos de données. Là. J'ai donné l'exemple d'une entreprise qui est partie avec son petit système comptable. Cette entreprise-là pourrait avoir choisi de rajouter un ou des systèmes à côté. Puis là, on se retrouve avec des espèces d'îlots, mais qui ne communiquent pas entre eux. Fait que je suis obligé soit de prendre l'information qui est dans un système, la retaper à la mi-temps dans l'autre, ou de faire des extractions, puis après ça, aller pousser les données d'un système à l'autre. Donc ça devient là, extrêmement laborieux. C'est beaucoup des tâches sans valeur ajoutée. Puis tu serais surpris de savoir à quel point il y en a dans toutes les entreprises de ce genre de tâches-là, qui fait que on ne fait pas avancer des dossiers, on n'est pas en train de travailler sur des éléments stratégiques de l'entreprise. Là. Donc ça, je pense que ça peut être une raison valable d'initier un processus de transformation numérique. Oui, puis si l'information ne suit pas, là, ne serait-ce que en commerce électronique, là, quand tu as 2 inventaires, là, ça commence à être lourd. Là. Hey, il n'y en a plus de mitaine, puis je l'ai vendu sur Internet parce qu'il y en avait une dans le magasin, mais là, les inventaires se parlent pas, fait que Joséphine l'a aussi acheté sur Internet. Le niveau d'erreur, puis moi, ça m'est déjà arrivé de travailler 3 mois dans une grande institution publique, puis le plus clair, j'ai fait 3 mois, puis j'ai levé les feux parce que le clair de mon temps, c'était de copier-coller des données d'une base de données à l'autre, parce que à chaque fiche, je vais dire, mettons fiche client, c'était pas des clients, mais peu importe. À chaque fiche client, j'allais ajouter, dans cette base de données-là, on va mettre son adresse, puis dans cette base de données-là, il faut aller mettre son email. Fait qu'on copiait-collait, c'était l'enfer. Puis le nombre d'erreurs aussi, pas juste la perte de temps. Exact. Le nombre d'erreurs et puis le coût des erreurs et d'aller corriger les erreurs est assez extrême. Disons qu'on se lance dans un processus de transfo numérique, c'est pour donner quoi? Tu sais, qu'est-ce que ça va me donner à la fin? Parce que oui, c'est le fun là, que les employés soient heureux, puis qu'on fasse moins de tâches peut-être récurrentes ou qu'il y ait moins d'erreurs. Là. Grosso modo, ça va être quoi les bénéfices ou les bienfaits d'avoir fait une superbe transfo numérique bien exécutée? Il y a des choses qui sont évidentes. Là. Je pense qu'on devrait partir par l'optimisation des processus, s'assurer qu'on a des processus qui sont optimaux, qu'on a réduit les tâches sans valeur ajoutée. Les éléments qui sont moins évidents, mais qui vont être on va dire des bénéfices collatéraux de ça, je pense que le fait d'avoir opéré une transformation numérique, ça peut amener de la résilience aux entreprises. On l'a vu là, dans nos façons de se revirer de bord rapidement dans les dernières années. Les entreprises qui étaient déjà habituées à travailler en mode hybride, on naviguait cette transition-là un petit peu plus facilement. Quand il y a des mécanismes ou des systèmes qui facilitent la communication, même si on n'est pas tous colocalisés, je pense que ça peut aider. Puis, on le voit, là, à peu près toutes les industries sont de perturbation en ce moment. Donc, le fait d'avoir des structures qui sont capables d'évoluer, qu'on est capable de moduler, puis des équipes qui sont aussi en mesure de s'adapter, je
je pense que ça va permettre à ces entreprises-là de mieux naviguer puis se tailler une place dans leur marché respectif. Et ça, c'est un peu la partie un peu plus abstraite, mais si on est comme figé, qu'on est un bloc, bien, c'est sûr que si notre environnement externe est bouleversé, on va avoir de la misère à se repositionner, s'adapter, puis continuer à avoir une pertinence dans notre marché. Oui, puis souvent, je veux pas dire que la firme on est bonne, mais pour une micro-entreprise, en franglais, je te dirais qu'on n'est pas pire guéri. On a des outils, puis il n'y a pas de duplicat, puis chaque outil, tu sais, quand on a réfléchi, nous, on s'est lancé en mars 2020, OK? Donc, quand on entrait un outil dans notre business, on se disait tout le temps, c'est quoi l'objectif de cet outil-là dans le portrait global d'outils ou de stack numérique. Tu sais, on n'a pas 3 gestionnaires de projet. Il y a une place où on met nos tâches. Il y a une place où on communique pour les dossiers clients. Il y a une place où on traque, entre guillemets, notre temps, notre rentabilité. Tout est comme segmenté avec un but, un objectif précis. Puis c'est vrai que, tu sais, moi, je me considère un peu en redémarrage depuis 1 an et demi, puis si j'avais pas eu ces outils-là, j'aurais été beaucoup moins agile dans la transformation. Là, j'ai énormément de données, puis tu vois, on entre en novembre 2024 en ce moment. Puis moi, c'est mon début d'année fiscale, puis le premier projet de développement de la firme, c'est de faire un audit de notre temps. Parce qu'on veut voir vraiment, nous, les employés, puis on a des pigistes à l'externe aussi qui nous aident en ce moment pas mal. Puis je vais arriver à mettre du temps sur mes gros dossiers. Qu'est-ce qui va en hors facturable, qu'est-ce qui va en développement, qu'est-ce qui va en marketing, en gestion, etc. pour mieux réaligner. Est-ce qu'on embauche des gens dans l'avenir? Est-ce qu'on continue de déléguer à l'externe? C'est quoi mes prochaines étapes? Mais c'est super facile. Moi, j'ai juste fait une vidéo de 10 minutes asynchrone pour expliquer à ma gang, c'est ça l'audit, c'est ça que vous rentrez. Katrina m'a préparé des dossiers pour bien segmenter notre tracking des heures, là, notre mesure, puis en l'espace de 20 minutes, on avait un projet d'audit qu'on n'a pas payé personne. C'est super simple. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Puis, je pousse un peu sur ce que tu as dit au début de créer nos processus parce que moi, je suis en numérique aussi un peu par la bande parce que dans le marketing, ça vient avec du traditionnel, du numérique. Souvent, les gens viennent vers nous avec l'idée d'avoir un outil ou d'être présent sur une plateforme, puis on dit tout le temps, non, il faut revoir ta stratégie, ton plan de match et oui, tes processus, parce qu'après, on va trouver l'outil qui va t'aider à concrétiser ton processus. Pas faire un processus pour rentrer dans un outil. Les outils doivent nous servir. On n'est pas au service des outils qu'on paye. Puis trop souvent, moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont parce que c'est une mode ou parce que c'est cool, vont aller vers certains outils, mais finalement, ça ne sert pas leur processus dans leur réalité. Puis c'est pour ça que je suis d'avis que c'est important d'avoir des consultants comme toi qui en ont vu d'autres, qui ont implanté plein d'affaires. Tu as fait des essais-erreurs avec d'autres, tu as fait des apprentissages. Puis après, on choisit plus rapidement les bons outils pour servir nos objectifs de développement des affaires, notre stratégie. Puis c'est pas parce que tu as 2 salons de coiffure que les 2 ont besoin des mêmes outils. Fait qu'il faut faire attention. On n'a pas tous les mêmes objectifs de développement, on n'a pas tous les mêmes genres d'équipes. Fait que c'était mon petit éditorial. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi un processus de transfo numérique. Concrètement, là, si on travaille avec toi, on fait quoi? Puis est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est le fun? Tu sais, toi, t'es bien le fun, là, mais ça veut dire quoi un processus de transfo numérique? Je te dirais, il y a pas 2 mandats pareils, là. Ça va dépendre des clients, ça va dépendre de leur maturité actuelle, ça va dépendre de leur ambition aussi, là, où ils veulent amener ça. La porte d'entrée, selon moi, puis je pense qu'on partage cet élément-là tous les deux, mais c'est commencer par la stratégie. Tu l'as très bien dit là, dans ton intervention précédente, on commence pas par les outils, on commence par nos objectifs stratégiques, puis on se demande comment la technologie peut nous aider à atteindre ça ou à venir supporter nos objectifs. Donc ça, c'est la première partie. Je dirais qu'il y a des entreprises qui sont assez bien, on va dire, structurées par rapport à ça, qui ont réfléchi, puis de plus en plus dans les exercices de planification stratégique, on voit une place importante qui est laissée à la technologie. T'sais, avant, c'était la personne en charge de l'entreprise qui avait le rôle TI qui répondait à ça ou qui remplissait ça. Puis maintenant, on voit que la technologie, elle s'invite dans à peu près toutes les conversations. Fait que dans un plan stratégique, c'est pas rare de voir qu'il y a beaucoup de chantiers ou d'initiatives qui sont en lien avec ça. Donc, une fois qu'on a un peu notre feuille de route, si tu veux, on risque de devoir poser des briques. Il va nous manquer de la technologie ou on a besoin de remplacer certains éléments qui sont déjà présents dans l'entreprise.
Fait que là, il y a un autre, on va dire, volet, un autre métier qui embarque, c'est celui de choisir les systèmes. Souvent, les entreprises font appel à des consultants pour avoir un regard externe. Les consultants n'ont pas nécessairement besoin d'être des experts du domaine, mais ils vont être experts ou gardiens de la méthodologie qui va permettre de comparer des solutions entre elles puis s'assurer qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise. Les fournisseurs de services, les éditeurs de logiciels, c'est aussi des business qui ont un chiffre d'affaires optimisé, fait qu'ils sont aussi très bons pour vendre des choses puis offrir des services qu'on a besoin puis des fois qu'on n'a pas besoin aussi. Donc, le rôle du consultant, c'est un peu d'arbitrer cette discussion-là, de guider les entreprises de façon le plus éclairée possible. Puis, tu sais, un processus qui serait fait à l'interne en 6 à 12 mois peut facilement être coupé de moitié quand on est accompagné parce qu'il y a des choses que le consultant va pouvoir aller directement poser les bonnes questions puis guider la réflexion puis la discussion. L'autre volet, là, je te dirais, c'est peut-être la conduite du changement où ça peut valoir la peine d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et la gestion du changement, j'ai l'impression des fois qu'on prend ça comme si c'était une trousse de premiers soins. Là, on la met dans le char puis on pense que si on en a besoin, on va la sortir. Exact. Check! Mais ça devrait être, tu sais, on devrait lancer la gestion de changement au moment où on commence à parler de projets de transformation numérique. Ça devrait être présent à toutes les étapes du processus. Puis s'il y a des parties prenantes qui, tu sais, il y a des adhésions, il y a de l'inconfort, il y a des craintes qui sont créées par ce processus-là, bien qu'on soit à l'écoute, qu'on puisse poser des gestes ou des actions pour ramener ça. Puis, tu sais, ça peut être d'informer, ça peut être de sensibiliser. Des fois, juste le fait d'entendre les préoccupations des futurs utilisateurs de la solution, c'est suffisant pour atténuer l'impact de ça. Quand on déroule des projets de transformation là, comme un bulldozer, là, les gens ont plus l'impression de se faire happer ou de se faire écraser par la technologie plutôt que d'avoir l'impression de contribuer à ce projet-là puis de pouvoir d'être porté par la technologie. Donc, c'est super important. Ce que je trouve chouette, c'est que tu dis qu'il faut planifier de l'espace pour que toute l'équipe puisse donner de la rétroaction, un espace où on est en sécurité psychologique pour nommer ce qui va bien, ce qui va moins bien avec l'outil, en transparence pour pas se faire imposer, mais bien participer au processus de transformation numérique. Puis même, je dirais, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu as dit plus tôt, on a besoin de résilience en affaires en ce moment. Les 10 prochaines années seront sûrement pas plus simples que les 10 dernières. En tout cas, je serais curieuse de t'entendre à ce sujet-là, mais moi, c'est mon opinion. Donc, d'instaurer, au-delà de la transfo numérique, ce genre de système-là où tout le monde peut parler tout le temps, donner un peu son avis, savoir qu'il y a un espace, puis un espace-temps aussi où je vais être accueillie, puis je vais pouvoir nommer ce que j'ai à nommer, ça peut être rassurant là, quand ça change tout le temps. T'sais. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur le processus, les coûts? Bien, en fait, puis moi, j'ai ma propre classification là, des coûts des projets de transformation numérique. Et je pense que c'est possible de faire des actions à faible coût qui vont avoir des retombées quasi immédiates. On donnait l'exemple là, tantôt de 2 systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Ça me prend 1 heure par semaine de transposer ces données-là puis les taper à la main. Je pourrais soit payer quelqu'un pour le faire ou je pourrais faire une petite intégration entre ces 2 systèmes-là. Ça m'a pris 2 heures, puis à toutes les semaines, je vais économiser 1 heure de mon temps. Fait que ça, c'est un quick win. C'est, dans le fond, faible montant d'argent, faible retombée, mais des retombées immédiates. Ensuite de ça, quand on s'embarque dans des projets qui sont un petit peu plus gros, un peu plus importants en termes d'investissement là, en temps puis en ressources financières, ça se peut qu'on en ait pour 6, 12, 18 mois avant de voir des résultats tangibles de ce projet-là. Ce que j'aime bien, moi, c'est ramener ce que j'appelle les no regrets moves, là, des choses qu'on ne regrettera jamais d'avoir fait, indépendamment de la direction qu'on prend au niveau des technologies. Par exemple, j'ai aucune procédure, j'ai rien de documenté dans mes équipes. Je pourrais prendre du temps pour dire à chacun de mes super utilisateurs, décrivez-moi les étapes de votre travail ou de ce processus-là. Donc, peu importe vers quoi on s'en va comme changement technologique, le fait d'avoir gagné en clarté sur nos processus, ça va déjà nous permettre de faire un step-up en termes de maîtrise de nos processus. Ensuite de ça, on rentre dans les projets, là, je te dirais, des projets plus structurants. Fait que c'est sûr que remplacer un système comptable, mettre en place un système ERP, des projets qui peuvent facilement prendre 12-18 mois. Là, on s'engage pour du long terme. C'est super important de bien scoper ces projets-là, utiliser l'exemple de la rénovation là, de la salle de bain avec des accessoires avocats tantôt, mais
il y a toujours des nice to have quand on est dans un projet de restauration, de rénovation. Si on se dit, ben, on se limite à ça, puis on fera le reste en phase 2, on limite à la fois les dépassements de coûts, mais ce qu'on appelle le scope creep là, en anglais, l'élargissement de la portée. Là. On part d'un petit projet qui était réalisé d'affaires en 12 mois, puis finalement, à force de rajouter des affaires dedans, on se rend compte que on est rendu. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet-là, puis on n'a rien livré encore. Fait que ça peut être démotivant, on peut perdre la confiance aussi du reste de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment super important de le protéger. Puis le dernier type d'initiative, c'est plus les long shots, là, les initiatives qui n'ont pas de promesse de retombées concrètes, mais qui pourraient avoir des retours sur investissement qui sont super intéressants. Donc, par exemple, tu pourrais, toi, choisir, puis je pense que tu le fais déjà, là, de la discussion que tu as eue dans un épisode précédent, mais prendre une partie de ta semaine où tu vas faire de la recherche sur les outils d'IA pour voir comment ça va t'aider dans ton travail. Ça ne veut pas dire que demain matin, tu es prête à prendre tous tes processus puis les confier les yeux fermés à ChatGPT, mais cette exposition-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te garde au courant de ce qui se fait sur le marché. Ça peut te donner des idées pour des opportunités de comment tu peux appliquer ça dans ton travail, puis comment ça pourrait t'aider à simplifier là, certaines choses que tu fais. Fait que, moi, je pense que toutes les entreprises doivent avoir dans leur portefeuille de projets une petite partie qui est juste des initiatives innovantes, qui n'ont pas de promesse de résultats, mais qui servent juste à nous éduquer sur un sujet, puis nous permettre comme d'étendre notre champ de perception là, par rapport à la technologie. Je dirais, je vais partir d'un exemple hyper concret que j'ai vécu il y a 2 semaines. Bon, salut Katrina qui travaille sur moi avec le balado qui va l'entendre. Tu sais, j'avais un défi, moi, qui est la gestion de mon temps et de mon horaire parce que l'entreprise est 100% à moi et oui, j'ai un rôle de stratège, donc heures facturables auprès des clients, mais souvent, s'il y a des formations, des conférences, c'est moi qui les donne, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui fais 10 heures de char pour aller à Drummond puis revenir le lendemain. Fait que ça fait que j'ai un horaire hyper chargé. Puis quand je vois mes tâches, c'est comme si on me les met à mon horaire, puis ça respecte les heures, mais avec les meetings, je trouve ça dur d'organiser mes journées. Puis là, je demandais à Katrina, ça doit bien exister, ça, avec tous nos outils. C'est une façon de me drafter un plan de journée. T'sais, en fonction de tout ce que j'ai à faire, puis les heures qui sont attribuées, mettre les bonnes tâches dans le bon ordre pour moi, pour ne pas que j'ai à réfléchir à ça. T'sais, pour moi, je gagnerais 15-20 minutes par jour si quelqu'un me place mes tâches, puis j'ai pas nécessairement les moyens de payer quelqu'un pour faire ça pour moi. Mais Katrina est partie, puis tu sais, moi, Katrina est assez forte là-dedans, là, les outils, tout ça, puis elle a trouvé un outil, puis là, je lui ai dit, teste-le pour voir si ça marche, parce que moi, je m'arrache les cheveux avec ça, c'est pas ma force. Mais je vais avoir l'idée qu'il faut que ça se passe, mais le comment, là, ouf, là, tu me perds. Mais là, elle va le tester, puis elle va revenir vers moi. Puis c'est ça, faut partir des bobos qu'on a, des irritants ou des freins. Ou là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, hey, je perds vraiment beaucoup de temps à essayer de mettre les tâches dans le bon ordre, puis de me faire mes blocs de journée. Mais si quelqu'un prenait mon 7 à 9 heures de travail puis me disait, tu fais ça de telle heure à telle heure, tu fais ça, oh mon Dieu, il me semble que ça serait l'Eldorado. Elle est là-dessus. Puis j'aimerais qu'avant qu'on continue l'entrevue, tu nous définisses, parce que tu as parlé de système ERP. Je ne suis pas certaine que ça parle à tout le monde qui nous écoute. Juste nous définir, c'est quoi un système ERP? Système ERP, c'est ce qu'on appelle les progiciels de gestion intégrée en français. Donc, en anglais, c'est Enterprise Resource Planning. Pour les entreprises qui ont une certaine taille, on va regrouper là, à l'intérieur de ces systèmes-là la majorité des fonctions d'affaires de l'entreprise. Donc, je reprends mon exemple de manufacturier. Tu vas avoir évidemment la fonction comptable là, qui va être comme la colonne vertébrale du système. Toutes les transactions vont être dirigées vers là, mais tu vas aussi avoir ta gestion des stocks, tu pourras avoir la gestion de ton plancher d'atelier, ta livraison ou ta distribution. Dans certains cas, on a des CRM. Puis là, en fonction du vertical dans lequel on est, dans l'industrie dans laquelle on est, on pourrait avoir des systèmes qui sont plus spécialisés et qui incorporent d'autres modules. Donc ça, je te dirais qu'il y a 15 ans, quand tu étais une petite entreprise puis tu atteignais un certain niveau, l'étape là, naturelle, c'était d'implanter un système ERP. En ce moment, il y a des logiciels spécialisés là, qui couvrent une très grande portion des fonctions d'entreprise. Donc, il y a des entreprises maintenant qui implantent des applications vraiment pointues puis qui vont utiliser un système comptable ou un système avec une empreinte beaucoup plus petite
pour juste consolider l'information financière puis ramener ça. Fait que cette espèce de paradigme-là où on a un système qui prend en charge toutes les fonctions d'entreprise à l'intérieur d'une seule boîte est un peu en train d'être revu parce que il y a des nouveaux paradigmes là, qui sont en train d'émerger. Comme quoi, concrètement, mettons qu'on donne un exemple concret là, d'une entreprise ou type d'entreprise que tu accompagnes souvent. En fait, c'est qu'il y a des applications qui sont très bonnes pour des besoins spécifiques. Fait que tu pourrais aller choisir le meilleur CRM pour les besoins de ton entreprise dans l'industrie dans laquelle tu es. Donc, tu choisis ce bloc-là. Tu pourrais aller choisir une application qui va te permettre de faire un ordonnancement avancé de de tes machines ou de ton shop floor. Fait que ça, ce serait une autre application. Donc, ce qu'on voit se dessiner, c'est une architecture beaucoup plus modulaire où ces systèmes-là vont soit se parler entre eux ou faire ce qu'il y a à faire, puis après ça, communiquer l'information ou ramener de l'information financière à un système comptable ou à un système ERP, mais qui aurait une empreinte un petit peu plus petite. Donc, la modularité, c'est vraiment ça qui est en train d'émerger dans les entreprises. Puis, l'avantage, c'est qu'on peut remplacer des sections. On pourrait choisir de dire, le CRM qu'on avait choisi initialement ne convient plus. On le débranche, on en remplace un, sans être obligé de remplacer tout le système d'entreprise au complet de A à Z. OK, donc c'est moins d'aller vers des, entre guillemets, en franglais, là, des one-stop shop, mais de se dire, regarde, c'est pas parce que j'ai pas réussi que j'ai quelques outils qui se parlent, mais au moins, quand je change quelque chose, ça a moins d'impact sur tout le reste. Puis je dirais aussi que pour les petites entreprises, il faut aller là parce que ça nous donne accès à de la belle donnée, à des tableaux de bord qui nous permettent de prendre des meilleures décisions plutôt que d'y aller là en se léchant le doigt puis en le mettant dans les airs puis qu'est-ce que ça me dit là, tu sais. Non, on a de la donnée, on peut voir la productivité de nos équipes, on peut se rendre compte quand il y a un problème, on peut se rendre compte quand on va vraiment plus. Attention, il faut que la production suive parce que on voit une courbe ascendante plus abrupte qu'à l'habitude. Très chouette. Puis oui, j'imagine qu'il faut se faire accompagner parce que c'est compliqué tout ça. As-tu en tête des exemples de petites entreprises qui se sont démarquées en transfo numérique, qui ont vraiment fait des bons coups, puis tu dis, ça c'est chouette, ça là, ça c'est différent, puis c'est le fun. J'ai un exemple coup de cœur, là, je te dirais. Puis la raison pour laquelle c'est un coup de cœur, c'est que c'est une utilisation de la technologie à un endroit où je ne l'attendais pas. Je trouve que cette entreprise-là a été très ingénieuse dans son utilisation de la technologie. Donc, c'est une entreprise qui est dans le domaine du béton, qui fait, dans le fond, du béton préparé puis qui livre sur des chantiers de construction. Puis, tu peux imaginer que c'est principalement des hommes, les chauffeurs, puis il y a plus de gens de 50-60 ans que de gens de 20 ans. Puis, il y avait je dirais, sans dire de la résistance au changement, mais les chauffeurs ne voyaient pas l'intérêt à utiliser la tablette dans leur camion pour marquer leur départ à partir de l'usine puis l'arrivée sur le chantier. D'autres qui ne voulaient pas de tablette, même combat. Pour le dispatch, c'est super important cette information-là parce que d'avoir de l'information là, en incrément de 5 minutes, ça peut permettre de dire, je fais rentrer ce camion-là avant, c'est lui que je vais remplir d'abord parce que l'autre, il est en chemin, il est sur son retour, mais je ne l'attends pas avant 45 minutes, par exemple. Donc, pour l'entreprise, il y a vraiment une valeur d'avoir cette information. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé pour mettre en place un système de gamification où les chauffeurs gagnaient des points en fonction de certaines tâches qu'ils faisaient. Fait que ça peut être de, par exemple, prendre un chargement après 4 heures. Ça peut être de laver son camion puis prendre une photo. Ça peut être, peu importe la courtoisie quand il arrive sur les chantiers. Mais tout ça faisait en sorte qu'il était capable d'accumuler des points puis les échanger contre des prix à certains moments durant l'année. Ce que ça a fait, ce système-là, c'est que ça a tapé la trail, si tu veux, vers l'utilisation de la tablette. Puis là, les chauffeurs l'avaient toujours ouverte parce qu'ils collectaient les points puis il y avait une espèce de compétition qui s'est installée. Fait que ça a été beaucoup plus facile après ça de vendre le point puis de dire quand vous partez du plan, mais vous punchez comme quoi vous êtes en mouvement, quand vous arrivez, quand vous êtes déchargé, nettoyé, puis sur le retour, vous indiquez chacune de ces étapes-là. Fait que je trouvais que c'était très astucieux là, de dire on va passer par un chemin un petit peu détourné, on va abaisser la hauteur de la marche, puis après ça, quand on va vraiment vouloir atteindre notre objectif, on va le demander, puis ça va passer, puis ça va être accepté. Avec des exemples comme ça, je pense qu'il y en a dans plusieurs entreprises. Là, ça revient un peu à la discussion qu'on avait tantôt de ne pas passer la technologie comme un bulldozer puis d'aplatir les gens avec ça, mais les mettre de notre bord, trouver des façons, des solutions ingénieuses, dans le fond, pour que
tout le monde adhère à ces projets-là. Bâtir ensemble, finalement, là. Exact. Faut bâtir ensemble. Ben, merci de tout ce que tu nous as partagé par rapport à ton expertise en transfert numérique. Puis pour la fin de l'épisode, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, de l'entrepreneur, parce que oui, on est des experts en la matière, mais on gère aussi nos business, puis c'est chouette de partager les vraies affaires sur ce balado. J'aimerais t'entendre, c'est quoi ton projet de développement pour cette année, pour toi? Sur quoi tu travailles, là, qui te tient à cœur, qui est une forme d'innovation pour toi cette année? C'est une bonne question. Je te dirais, depuis que je suis à mon compte, j'ai été essentiellement dans une forme là, de travail autonome. Depuis l'été dernier, j'ai fondé Oblique. L'objectif derrière ça, c'était de faire une marque qui permettrait là, à la fois d'attirer ou d'agir comme un filtre chez les clients, mais aussi chez les gens qui rejoindraient l'équipe. Pierre-Marc qui travaille avec moi, je l'ai rencontré le printemps dernier. J'étais dans l'idéation de ça, dans la construction de la marque. Puis j'ai montré, je pense, un pitch deck là, que l'agence avait fait. Puis avant même qu'on ait quelque chose qui était venu au monde, il a dit, ben si jamais il y a de la place pour moi dans ce projet-là, ça m'intéresse. Pour moi, c'était comme un signal fort que l'espèce de les valeurs que je véhicule par rapport à la transfo numérique sont quand même inclusives, de prendre les gens où ils sont, mais de les amener ailleurs. Ça connectait là, avec d'autres personnes. Fait que pour moi, c'est vraiment de continuer à bâtir là-dessus, faire un véhicule qui va permettre à d'autres personnes d'embarquer, puis de se réaliser professionnellement, puis d'ouvrir leurs ailes. Là. Fait que je dirais que c'est principalement ça mon projet pour un horizon court-moyen terme. Oh, c'est chouette, c'est drôle. Je travaille un peu en ce sens aussi, à revoir la forme de l'entreprise, puis qui sont les talents dont on a besoin à l'interne ou à l'externe, peu importe, là. Mais c'est chouette, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'idéalement, on veut pas se tromper, hein, mais on sait qu'on n'est pas à l'abri. On a assez d'expérience et de cheveux gris pour savoir qu'on peut se tromper, on veut bien faire. Puis dans le passé, maintenant, si on parle vite fait du passé, c'est quelle action marketing, de développement des affaires qui a vraiment fait la différence pour ta business? Je pense que c'est je te dirais, le réseautage. J'avais une vision un peu classique là, du réseautage, d'aller dans des événements de chambres de commerce et d'affaires comme ça. C'est quelque chose qui me réussit moins bien, là, ça va peut-être surprendre, là, mais je suis un peu un introverti. Fait que, il a fallu que je trouve mon propre style pour réseauter puis entrer en contact avec des gens. Puis je pense que quand on comprend la force d'un réseau puis la valeur de ça, puis qu'on n'est pas nécessairement attiré par le gain à court terme ou par des opportunités rapides, c'est là où il y a vraiment une opportunité de construire des relations qui sont riches, qui sont basées sur l'échange, sur l'entraide. Puis, je pense que tu peux mesurer la force de ton réseau ou de tes contacts quand tu poses des questions ou tu interpelles des gens, puis la vitesse à laquelle ils te répondent. Fait que ça se bâtit pas du jour au lendemain, mais quand tu le fais de façon sincère, de façon, on va dire, méthodique, là, puis que tu avances de façon continue, ben ça finit par payer. Tous ces petits gestes-là se composent là, à la fin. C'est vrai qu'il y a une forme je vais dire, d'immaturité entrepreneuriale. Quand tu te lances, tu as l'impression que faut juste que tu fasses les bonnes choses dans le bon ordre, puis ça va fonctionner. Puis on dirait qu'en prenant notre élan, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui revient au réseau, mais tu l'as dit, ça paye pas tout de suite. C'est très moyen, long terme, un réseau. Ça demande énormément de temps, d'investissement, mais c'est ça qui est très solide. Après, tu es inébranlable. Quand tu as un bon réseau puis tu as une belle réputation, c'est dur de brasser ça. Là. Exact. Avant de se laisser, on a le quiz « J'aime ta compagnie ». OK? Je t'explique. Tu as peut-être entendu, tantôt je t'entendais dire que tu as écouté des épisodes. C'est qu'on veut connaître davantage les personnes qui jasent devant nous ou dans nos oreilles, les individus derrière les marques de notre business. Puis, je pige 2 questions. T'en choisis une, tu réponds, puis après, je réponds. Fait que des fois, c'est des questions plus crunchy, mais moi, je suis obligée d'y répondre, puis tu peux compter sur moi pour être 100% transparente. T'es-tu game? Est-ce que j'ai le choix? Ben oui, t'as le choix. Consentement avant tout. Oui, je suis game. OK, alors j'y vais. Ah non, on a toujours le choix. On a plus le choix qu'on pense, je pense, dans la vie. OK, je te lis les questions. Juste une seconde. Ah, j'aime les 2 questions, mais j'en ai une que je... OK. Question numéro 1. À quoi renonces-tu au quotidien pour être l'entrepreneur que tu es? Question 2. Quels sont les aspects de ta personnalité qui pourraient taper sur les nerfs de tes collègues?
C'est bon, tu rises pas si pire. Ben, je pense que je vais répondre aux deux. Mm. Ça fait qu'ils font pas si mal que ça, les questions. Vas-y. Ben, à quoi je renonce au quotidien, tu sais, puis probablement que tu vis la même chose, mais des fois, on s'engage dans un projet, on a une idée de quelle durée ça devrait prendre, mais dans les faits, ça prend un petit peu plus de temps. Même si j'essaie puis je m'améliore et tout, là, mais il y a quand même pour moi un souci de livrer de la qualité à mes clients. Puis souvent, je me retrouve à faire des longues journées parce que j'ai l'impression de ne pas avoir enfin trouvé la bonne réponse ou la meilleure réponse que je pourrais offrir à mes clients. Fait que je m'engage des fois dans un processus, je pense que ça va prendre X nombre d'heures. Ça en prend une fois et demie ce que j'avais imaginé parce que jusqu'à la dernière minute, je vais essayer de retourner les pierres puis m'assurer que j'ai pensé à tout puis que j'ai couvert tous les angles. Fait que, tu sais, ce à quoi je renonce au quotidien, c'est savoir quand ma journée commence puis quand elle finit. Mais j'essaie de mettre en place des mécanismes qui font en sorte que ça n'impacte pas trop ma vie privée puis la vie de la famille. Peux-tu me répéter la deuxième question? La deuxième question, quels sont les aspects de ta personnalité qui pourraient taper sur les nerfs de tes collègues? Mes collègues, les gens qui collaborent avec moi, trouvent que je donne peu de nouvelles. Je pense que c'est... OK, vas-y, je veux t'entendre. C'est la somme de deux choses. Je pense que je suis à la base une personne solitaire, puis j'ai des réflexes qui sont ancrés dans le fait que j'ai travaillé seul pendant 7-8 ans. Fait que j'ai encore ce réflexe-là de solo puis travail autonome. Mais ma personnalité est aussi comme ça. Là, avec ma famille, je peux être des semaines sans leur parler ou sans leur donner de nouvelles. C'est pas parce qu'on est en chicane ou c'est pas. Fait que il faut que je me force puis que je me mette des rappels parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise ou qui est confortable avec un si faible débit de communication. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. C'est drôle, je me reconnais beaucoup en toi quand même. Mais moi, c'est drôle parce que je t'entendais, toi, tu renonces à savoir quand ta journée finit. Ben moi, je renonce à beaucoup de choses pour savoir quand ma journée finit. Parce que moi, j'ai une petite fille, tu sais, j'ai 2 beaux enfants que j'aime, mais dont une petite fille avec une légère déficience intellectuelle qui débarque de l'autobus à 3h10 devant chez nous. Cette année, c'est le fun. Ma mère m'aide beaucoup. Dans les années précédentes, elle était très occupée encore. Là, elle est encore très occupée, mais elle donne un coup de pouce en fin de journée. Fait que des fois, j'ai un peu de latitude. Mais sinon, moi, j'ai un timer. Fait qu'à 3h, il faut que je sois chez nous, tu sais, puis que j'ouvre la porte. Fait qu'à quoi je renonce pour pouvoir faire ça? Ben, c'est clair que ma vie, elle est extrêmement prévisible. Je priorise, je ne sais pas dans quel ordre, mais je priorise vraiment la famille. Je priorise, j'allais dire mon chum, mais pas tant que ça, parce que je sais même pas si on arrive à prioriser le couple là-dedans, là. Ben, en toute transparence, je priorise l'entreprise. Puis j'essaie de prioriser un quotidien équilibré, c'est-à-dire faire un peu de sport, cuisiner, faire le ménage de la maison. Je veux pas vivre dans un chaos. Donc, je renonce à de l'amitié. Je renonce à des sorties de filles. Je renonce à... Tu sais, j'ai souvent... « Hey, veux-tu prendre un café, Marie-Michel? » Ben, oui, ça va me faire plaisir, mais mon prochain trou, c'est dans 2 mois. Puis j'ai perdu des amis, même cette année, des gens que je croyais des amis qui m'ont dit, ben, t'es pas assez disponible, sors de ma vie. Tu sais, moi, je veux autre chose. Puis c'est quand même dur recevoir ça parce que surtout des gens que tu penses qui t'aiment puis qui comprennent un peu ta réalité, mais ils la comprennent pas vraiment puis ils la rejettent. Fait que c'est sûr que je renonce à de l'amitié, puis je dois dire aussi je renonce à de l'argent parce que je peux pas pousser ma business là où je la pousserais. Si j'étais une fille de 40 ans célibataire... qui n'a pas la responsabilité de la famille, tout ça, c'est sûr que j'amènerais ça à un autre niveau. Mais c'est correct, puis je suis en paix. Ce qui tape le plus, ben je sais ce qui tape sur les nerfs de mes collègues, il y a 1000 affaires qui leur tapent sur les nerfs, c'est sûr. Et je pense, je sais pas si c'est la pire, elles diront les filles, mais tu sais, moi, je suis toujours en amélioration continue. Fait que quand quelque chose est fait, il est mûr pour être refait. OK? Quand quelque chose est fini, il est mûr pour être rechallengé. Donc, on a vraiment une approche d'amélioration continue en tout temps. Chez nous, dans ma business, il n'y a jamais quelque chose qui est terminé. Il n'y a jamais quelque chose qui est finalisé. On est toujours en train de revoir. Puis là, on engage telle personne. Là, ça marche pas. OK, on va ouvrir un poste finalement. Puis là, on va revoir tel service. On va flusher tel service. On est toujours en train de se réajuster. Puis je le sais que ça peut taper un peu sur les nerfs. Puis surtout que moi, je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre beaucoup. Fait que tu sais,
Tu sais, si quelqu'un vient vers moi pour se victimiser ou pour que je pleure sur son sort, ça se peut que ça se passe pas. Je suis empathique puis je mets tout en place pour que les gens soient bien, mais tu sais, ça avance par en avant. Fait que c'est sûr, puis moi, je suis capable d'en prendre. Fait que je demande pas aux gens ce que moi, je donne pas. Donc, c'est sûr que ça peut gosser un petit peu. Des fois, j'en suis bien consciente, mais je mets tout en place pour que les gens soient bien. Fait que je pense que ça balance. Puis je donne beaucoup d'espace pour entendre aussi. Je suis très démocratique dans mon style de leadership. Fait que j'impose pas les choses, mais ça drive par en avant. Fait que c'est sûr que si t'es un petit peu essoufflé, je vais te pousser dans le derrière, là. Écoute, je te remercie infiniment de cette belle discussion. Ça a été Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et t'as apprécié ma compagnie? J'ai adoré ta compagnie. Puis ça, c'est plate, mais t'avais comme pas le choix de répondre ça. Ça, c'est vrai que t'as pas le choix. Écoute, si on a donné le goût aux gens de ne serait-ce sans dire de s'embarquer demain, de s'engager dans un mariage avec la transformation numérique, mais de dire, hey, je me saucerais peut-être le gros orteil dans cette piscine-là. Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Si oui, ils passent par où? Qu'est-ce qui va se passer pour une première discussion? Oui, moi, ça me fait toujours plaisir de parler de transformation numérique, là, fait que n'hésitez pas à me contacter. Il y a pas c'est sans obligation. Puis si je suis en mesure de donner des conseils, je vais le faire. Ça va me faire plaisir. Les gens peuvent me contacter sur LinkedIn. J'essaie de publier là, au moins une fois par semaine. Sinon, sur le site de Oblique avec un s.co, vous pouvez voir là, un peu les services qu'on offre. Excellent. On va mettre ce lien-là, évidemment, dans les notes d'épisode. Je te remercie et j'ai hâte de te retrouver dans un événement mondain où on fera tous les deux l'effort du réseautage. Exact. Merci beaucoup. À très bientôt.